Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle masterclass. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille ce jeudi soir. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez toujours pleinement de la vie et que votre évolution, aussi bien humaine que spirituelle, avance au rythme que vous souhaitez. Alors ce soir, nous allons parler de finances. Donc nous allons parler de contrôler, enfin de reprendre le contrôle, même si je n'aime pas trop ce terme, je préfère le terme maîtrise, mais disons que ça se comprend mieux de parler de contrôle de sa vie financière. Donc reprendre le contrôle de sa vie financière. Qu'est-ce que c'est? Donc alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux ce soir. Si jamais il y a des nouveaux, donc je me présente quand même très rapidement. Je suis JP Lebon, je suis coach et thérapeute. Ce que j'attends de vous à travers cette masterclass, c'est du partage, bien sûr, hein. Donc, à la fin de cette masterclass, il y aura les questions et des partages d'expériences, hein. Donc, j'attends de vous que vous soyez actifs à ce niveau-là. Et donc, les objectifs de cette masterclass, c'est donc apprendre comment gérer convenablement ce côté financier qui nous concerne un peu tous. Alors, pourquoi la liberté financière est-elle importante? Tout d'abord, pour un souci d'indépendance. Vous le savez bien sûr, hein, lorsque vous êtes libre financièrement, vous êtes indépendant, vous ne dépendez donc de rien ni de personne. Et donc, ce côté indépendance, donc, c'est quelque chose de très gratifiant. La liberté financière permet également la sécurité, hein. Nous vivons dans un monde où il est quasi impossible de vivre sans argent. Donc la liberté financière permet donc d'avoir cette sécurité, donc de se sentir en sécurité dans ce système, dans ce monde, hein, parce qu'il faut bien manger, se vêtir, être à l'abri, etc. La liberté financière permet la flexibilité aussi, c'est-à-dire nous donne la possibilité en fait de changer la direction de notre vie un petit peu comme on veut, quand on veut, hein. Si on vit dans un pays et qu'on a envie d'aller vivre dans un autre pays, par exemple, ben, la liberté financière, c'est quand même sympathique parce que ça nous permet effectivement de prendre nos valises et d'aller nous installer ailleurs. Donc ça, ce côté flexibilité est très important également. Et il y a également la liberté de choix, puisque la liberté financière permet effectivement cette liberté de choix qui est effectivement, vous le savez, la liberté, c'est ce que nous avons de plus précieux, c'est ce que la vie, le plus beau cadeau que la vie ait pu nous offrir, c'est ce fameux libre arbitre, donc c'est cette liberté de décider, cette liberté de choisir, etc. Et c'est vrai que souvent, quand on parle justement de finances, quand on parle d'argent, ce qui fait que de nombreuses personnes sont intéressées, je dirais, par le sujet, c'est déjà pour ce côté liberté, parce qu'effectivement, ça permet à tout un chacun de retrouver cette liberté d'être lui-même, en fait, hein, de décider par lui-même, de faire ce qu'il a envie, etc. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Alors, quels sont donc les avantages de la liberté financière? Bah, bien sûr, ça va réduire le stress, hein. Si vous êtes à l'aise financièrement, généralement, vous êtes moins stressé, mais en tout cas, vous êtes moins stressé pour le côté financier, hein. Quelquefois, vous pouvez avoir du stress pour autre chose. Mais donc, ça permet en tout cas de réduire le stress du manque, hein. Déjà, ce stress-là, on est d'accord, hein. Ça permet d'améliorer sa qualité de vie, bien sûr, aussi, hein. Donc, pouvoir avoir une vie qui correspond vraiment à vos attentes, à vos désirs, hein. Et donc, toute cette qualité de vie, vous la retrouvez à travers donc, la liberté financière. Ça vous permet également d'avoir davantage de temps pour vous, si vous gérez bien la liberté financière dans le vrai sens que je vais développer dans un instant, parce que quelquefois, hein, vous avez dû le remarquer autour de vous, hein, il y a deux choses qui sont importantes dans la vie, effectivement, ce sont les finances et c'est le temps. Quelquefois, on peut avoir les finances en sacrifiant le temps, ce qui n'est pas bon et ce qui ne sert pas à grand-chose. Et quelquefois, on peut avoir du temps pour soi, mais pas les finances. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les deux
d'une part les finances et d'autre part donc du temps pour soi, du temps pour profiter de soi-même. La liberté financière amène bien sûr à la sécurité financière, hein, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une projection dans l'avenir assez sereine pour vous sentir donc en sécurité à chaque étape donc de votre vie. Alors, l'argent, il faut bien le comprendre, c'est avant tout une énergie. Et de ce fait, l'argent, pour être efficace, doit circuler. Le rôle de l'argent, c'est de circuler. D'une part, parce que c'est lui qui sert d'échange entre les humains, et comme en même temps, l'argent est une énergie, donc l'argent doit circuler. Et donc, notre rapport émotionnel à l'argent va influencer énormément notre façon de gérer l'argent. Alors, avant de développer les techniques, les méthodes, etc. qu'on peut avoir pour avoir une meilleure liberté financière, j'aimerais qu'on passe un petit moment pour bien comprendre ce concept énergétique de l'argent. Comme tout ce qui existe, l'argent donc est une énergie. Et une énergie, comme je viens de le dire, doit circuler, doit bouger. Et étant donné qu'une énergie, c'est une fréquence vibratoire, ça veut dire qu'automatiquement, l'argent, votre relation avec l'argent sera liée directement en fait à votre état émotionnel. Encore et encore toujours cet état émotionnel dont je vous parle sans cesse, voir à quel point il est primordial. Votre état émotionnel est constitué de vos pensées, est constitué de vos émotions et constitué de vos croyances. Et c'est là-dessus souvent que ça pêche pour la liberté financière, les fameuses croyances. Il est évident que si vous avez des croyances qui ne sont pas alignées dans le sens vibratoire de l'argent, d'attirer l'argent vers vous, d'attirer l'abondance, vous pourrez faire les actions factuelles que vous voulez, vous ne pourrez pas attirer l'argent chez vous. Donc il va vraiment falloir, si vous êtes déjà bien à l'aise avec votre vie financière, surtout ne bougez rien, ne changez rien, c'est que c'est top, c'est que vous avez déjà compris de façon naturelle. Si ce n'est pas votre cas, observez sans cesse les croyances que vous avez envers l'argent, parce que c'est vraiment le point capital qui va vraiment tout changer. Vous savez qu'une croyance se construit essentiellement pendant l'enfance. Si pendant l'enfance, on a pu vous faire croire que vous aurez du mal à y arriver financièrement un jour, par exemple, ça va être le cas. Si vous-même, au quotidien, vous entretenez cette croyance que vous avez besoin d'argent. Alors là, ça c'est un point sensible, pas toujours évident à comprendre. Tous ces concepts avec l'argent, vous les retrouvez avec les relations humaines. C'est exactement la même chose, parce qu'une relation humaine, c'est de l'énergie, donc c'est exactement la même chose. Lorsque vous estimez avoir besoin d'argent, je dis bien besoin dans le sens que c'est absolument capital, il faut absolument que vous ayez de l'argent aujourd'hui pour vivre, ce besoin va créer un lien énergétique et donc va créer un blocage en fait, puisque qui dit besoin dit manque, donc vous ne faites qu'entretenir votre manque d'argent. Alors bien sûr que le système est monté d'une façon que on a tous besoin d'argent pour vivre, ok, mais je dirais une fois de plus il faut changer, il faut distinguer le côté factuel. Factuellement, oui, on vit dans un système qui fait que si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas nous acheter à manger, etc. Donc distinguer le factuel de l'énergétique. L'énergétique, c'est oui, ok, je dois manger, oui, d'accord. Est-ce que ça veut dire que je suis complètement dépendant de l'argent? Est-ce que l'argent est mon maître? Je suis son esclave? Non, ce n'est plus la même chose après. Donc c'est vraiment à vous de surveiller quelles sont les croyances que vous avez avec l'argent. Et donc remplacer une croyance de besoin, qui est donc une croyance de manque,
par une croyance de plaisir, toujours la même chose. Donc remplacez par, oui, j'ai plaisir à générer de l'argent. Là, votre état vibratoire change complètement et là, vous ne vibrez plus le manque, mais vous vibrez l'abondance lorsque vous le faites avec plaisir. Donc ça, c'est vraiment un point capital à comprendre concernant donc votre relation avec l'argent. Alors, pour commencer à gérer donc votre situation financière, tout d'abord, vous devez la comprendre. Donc, pour comprendre, vous devez donc tout d'abord identifier vos revenus. Donc, prenez un moment pour identifier quelles sont vos différentes sources de revenus, hein, si vous en avez plusieurs, hein, aussi petites soient-elles. Hein, donc, notez-le, quelles sont vos sources de revenus, donc bien les identifier. Le deuxième point important va être d'analyser vos dépenses. Donc, c'est bien beau de savoir d'où vient l'argent, mais bien sûr, il faut aussi savoir où il va. Donc, analysez vos dépenses hein, pour pouvoir avoir une bonne gestion de vos dépenses. Ça passe donc par là automatiquement. Le troisième point, ça va être d'évaluer vos dettes. Donc, si vous avez des dettes, il va falloir donc les évaluer. Alors, à ce sujet d'ailleurs, petite parenthèse, pour savoir si on doit souvent, pour avancer dans la vie, emprunter de l'argent auprès de sa banque, hein, puisque c'est le rôle d'une banque. Hein, donc, un organisme financier, c'est un de ses rôles, donc de nous prêter de l'argent. Est-ce qu'il faut systématiquement faire appel à un crédit pour avancer dans la vie? Alors en fait, ça va dépendre à quoi vous allez utiliser cet argent. C'est-à-dire lorsque vous investissez dans quelque chose qui prend de la valeur, comme un bien immobilier par exemple, à ce moment-là, oui, il faut faire un crédit auprès d'un organisme financier parce que votre bien va prendre de la valeur au fil des années et à ce moment-là, bien sûr, hein, pour pouvoir générer un patrimoine assez rapidement, il va falloir emprunter. Donc là, dans ce cas-là, oui. Par contre, est-ce qu'il est nécessaire de faire un emprunt lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture, par exemple, hein? Comme vous le savez, une voiture, contrairement à l'immobilier, votre voiture va dévaluer au fil des années. Et à ce moment-là, il est fortement recommandé de ne pas faire d'emprunt pour acheter quelque chose dont la valeur se dégrade, comme une voiture. Alors vous me direz, de nos jours, on est dans un système pas simple de ne pas faire de crédit pour acheter sa voiture, mais si vous voulez avoir les bases saines d'une gestion financière saine, le principe voudrait que qu'un investissement qui se dévalue se fait avec vos propres moyens, donc sans faire d'emprunt. Hein. Donc, retenez ce point important quand même s'il n'est pas simple, une fois de plus, dans le système actuel, de faire différemment, mais tout à fait possible, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez très bien mettre de l'argent de côté vous-même et lorsque vous avez suffisamment d'argent, acheter votre voiture cash, c'est tout à fait possible et c'est ce qui est largement recommandé pour éviter justement de tomber trop sous le coup des emprunts et à un moment de ne plus s'en sortir si jamais vos revenus baissent un peu. Alors, quantifier vos actifs, hein, c'est la dernière chose à faire également. Donc, quantifier vos actifs, c'est faire le point de ce que vous avez en termes de patrimoine, en termes de matériel, etc. Donc, voilà, hein, trouver, même si vous le savez plus ou moins, mais il est bon de le mettre noir sur blanc quand même, hein, puisque parce que ce n'est pas toujours évident de s'en sortir. Alors, un exercice pratique que je vous recommande de faire hein, lorsque vous aurez un moment chez vous, c'est donc de calculer votre patrimoine net. Hein. Pour cela, donc, vous devez comprendre donc, vos actifs. Hein. Donc, à ce moment-là, identifier donc, tous vos actifs. Si vous avez de l'épargne, si vous avez des investissements, si vous avez des biens immobiliers, des véhicules, etc., etc. Tout ce qui concerne vos actifs. Donc, vous chiffrez tout cela pour voir ce que ça représente.
Vous recensez ensuite vos passifs, hein, c'est-à-dire là, cette fois, c'est si vous avez des dettes, si vous avez des prêts, si vous avez des découvertes bancaires, etc., des crédits à la consommation, toutes ces choses-là. Donc, recensez donc tous ces passifs. Et votre patrimoine net, bien sûr, bah, c'est l'un moins l'autre, hein, donc les actifs moins le passif. Alors, concernant petite parenthèse aussi là, concernant le crédit à la consommation, qui est très à la mode, hein, de nos jours aussi, comprenez ce principe qui n'est pas conforme en fait aux lois universelles, aux lois de la nature, on va dire, hein, plutôt aux lois universelles. Les lois universelles nous apprennent que nous devons semer pour récolter. Faire appel à des crédits à la consommation, crédit tout court, mais encore plus à la consommation, parce qu'on a vu qu'un investissement, c'est différent. Crédit à la consommation, c'est je récolte d'abord et je sèmerai après. Donc, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas conforme. Alors bien sûr, une fois de plus, ce n'est pas évident de ne pas se faire happer par le système. Il y a tellement de belles choses autour de nous, il y a tellement de choses qui nous donnent envie. Donc ce n'est pas évident, hein, de se soustraire à cela, mais soyez quand même très prudents. Très prudent parce que les crédits à la consommation, vous le savez, ont des taux d'intérêt énormes. Et donc vous perdez beaucoup d'argent, hein, en faisant appel à ce type de crédit et vous avez plus tendance en fait à vous appauvrir qu'à vous enrichir. Voilà. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, à vous de voir quand est-ce que vous êtes prêt à faire l'impasse sur ce genre de crédit. Maintenant, si vous estimez que ça vous convient comme ça, c'est vous qui voyez. Alors, identifions maintenant donc les points de friction financiers. Donc, ce qui va coincer donc justement au niveau financier, hein. D'une part, il va falloir détecter les fuites, donc apprendre donc à repérer effectivement toutes les dépenses inutiles, hein, ou alors qui sont mal gérées. Ben, ça c'est crucial bien sûr pour pouvoir maîtriser votre budget. Si vous avez un récipient percé, automatiquement vous pourrez mettre toujours de l'eau, ça va toujours fuir en dessous et vous aurez toujours besoin de mettre davantage d'eau. Donc détecter les fuites, c'est important, donc vraiment de savoir quel est l'argent que vous gaspillez, hein, si on doit reprendre un terme exact, hein, ce serait ça, hein, donc déjà en prendre conscience, le détecter. La transparence financière, c'est aussi important que vous soyez clair pour prendre des décisions. Il faut une transparence financière. Donc, ne soyez pas dans le déni, soyez honnête avec vous-même. Avant de vous engager dans un nouveau crédit ou autre, prenez bien conscience des engagements que vous avez déjà en cours, de ce que ça représente déjà. C'est important donc pour que vous puissiez prendre des décisions qui sont en relation par rapport à votre situation réelle. Ensuite, vous posez les bonnes questions. Donc là, c'est vraiment les questions essentielles à vous poser. C'est pour gérer vos finances effectivement avec succès. Ben, il va falloir avoir un état, voilà, comme je vous le disais, ne pas être dans le déni, hein, et avoir un regard franc en fait, hein, sur vos habitudes de consommation, hein, donc de vous dire effectivement entre autres, est-ce que je ne vis pas au-dessus de mes moyens? Alors là aussi, on ne va pas énumérer ce soir, j'ai d'autres supports destinés à cela, mais on ne va pas énumérer toutes les conditions essentielles, il y en a quand même une trentaine, pour avoir une gestion financière saine, efficace. Mais déjà, comprenez qu'il est important d'avoir cette vision franche, hein, de ce que vous vivez au niveau de votre situation financière. Alors, définir des objectifs financiers clairs, donc c'est important aussi, voilà, de ne pas partir sur quelque chose de flou. Si jamais
entre autres par exemple concernant vos ressources, hein, ce que vous espérez avoir comme ressources, bah, qu'il faut que ce soit, que vous puissiez avoir vraiment quelque chose de clair, hein, toujours en utilisant l'approche SMART, toujours des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, qui vous permettent donc toujours d'avoir quelque chose de clair au niveau de votre esprit. Hein, ne pas seulement vous dire je vais construire une maison, ok, c'est bien, c'est beau, c'est chouette, mais encore combien elle va me coûter, quelle sera peut-être la grandeur de cette maison, prendre conscience également des impôts fonciers que ça va vous coûter, etc., etc. Donc toutes ces choses vraiment ne pas prendre de décisions à la légère, juste prendre des décisions en connaissance de cause. Ça ne veut pas dire non plus de vous laisser submerger par vos peurs, et à ce moment-là vous ne faites plus rien, hein, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais c'est juste de prendre des décisions avisées avec toutes les cartes entre les mains. Alors, en objectif financier, vous pourriez en avoir plusieurs, hein, quelques exemples par exemple. Vous pourriez avoir envie de vous constituer un fonds d'urgence, c'est-à-dire donc une réserve d'argent, hein, qui est là au cas où il y a un imprévu qui se passe dans votre vie. Bah, vous avez toujours un fonds d'urgence pour taper dedans. Objectif financier, bien sûr, débuter des investissements, parce que un investissement, le principe d'un investissement, bah, c'est qu'il y a une rentabilité, bien sûr, hein. Donc lorsqu'on investit dans quelque chose, c'est pour avoir un jour un retour sur investissement. Donc c'est important de comprendre le principe de l'investissement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Vous construisez une maison, vous faites de l'immobilier, c'est un investissement parce que ça vous rapportera un jour de l'argent. Acheter une voiture, ce n'est pas un investissement, sauf bien sûr si vous êtes une société de location de voitures par exemple, hein, c'est différent. Mais acheter votre propre voiture, ce n'est pas un investissement, hein, donc c'est un bien de consommation. Réduire les dettes, bien sûr, ça aussi c'est un des objectifs financiers de vous fixer pour mieux gérer votre situation financière. Donc faire un point sur vos dettes actuelles et tout faire pour vraiment pouvoir les réduire, hein. Vous connaissez le proverbe, hein, qui paie ses dettes s'enrichit, hein, donc bien sûr, hein, si vous avez moins de dettes, c'est que vous êtes plus riche. Donc il est préférable de ne rien avoir et de ne pas avoir de dettes, hein, plutôt que d'avoir beaucoup de biens, beaucoup de matériel avec des dettes énormes. Donc c'est important de comprendre ce concept, donc de pouvoir réduire les dettes et entre autres donc apprendre, hein, à vivre en fait en dessous de vos moyens, hein. On a souvent tendance dans notre société actuelle de vivre au-dessus de nos moyens, toujours pour flatter l'ego, pour montrer qu'on a ceci ou on a cela. On prend de la valeur non plus avec ce qu'on est soi, mais on prend de la valeur à travers ce qui est à l'extérieur de nous, à travers le matériel. Donc si vous faites cela, effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas l'idéal. Donc apprendre plutôt à vivre en dessous de vos moyens pour avoir toujours ce confort, cette sécurité qui vous permet de vous sentir bien tout simplement. Autre objectif financier, c'est d'économiser également pour un achat important. Voilà, donc je vous le disais, au lieu de vouloir faire votre achat tout de suite et d'aller emprunter, faire un crédit à la consommation, bah, il est préférable de planifier, hein, ce projet. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de véhicule, ça peut être tout type de projet. Mais à ce moment-là, prévoir plutôt d'économiser, hein, pouvoir mettre de côté, c'est-à-dire semer d'abord pour pouvoir ensuite donc profiter. Et pour cela, donc, ce genre de choses qu'il faut donc anticiper, avoir des projets et prendre le temps nécessaire. Il est mieux quelquefois de reporter un projet de 4 ou 5 ans et de le payer cash plutôt que de le profiter tout de suite et d'avoir des dettes. Alors,
élaborer des stratégies pour reprendre le contrôle de vos finances. Il va falloir deux choses importantes. Il va falloir de la discipline, bien sûr, et de la persévérance. Alors dites-vous bien, si vous avez effectivement des problèmes relationnels avec l'argent, il va falloir beaucoup de discipline parce qu'il va falloir vous changer vous. Rappelez-vous une fois de plus que tout part de vous, c'est votre état vibratoire qui définit cette relation que vous avez avec l'argent. Donc si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il va falloir changer votre état vibratoire, donc changer vos croyances, changer vos habitudes. Entrer en détail aussi dans l'analyse des habitudes quotidiennes que vous avez, qui peuvent vous maintenir quelquefois dans un état de pauvreté. J'observe souvent des gens qui ont des habitudes de pauvres et qui entretiennent ces habitudes tous les jours. À ce moment-là, dites-vous bien qu'il n'est pas concevable que vous puissiez attirer de l'abondance alors que vous vibrez la pauvreté. Donc ça, c'est important de le comprendre également. Alors, créer un budget efficace, donc là ce sont vraiment des grandes lignes que je vous donne ce soir. Une des méthodes, c'est la méthode 50-30-20. 50, c'est 50% pour les besoins, 30% pour les désirs et 20% pour l'épargne et le remboursement. Alors, les besoins, qu'est-ce que c'est? Les besoins, ce sont les besoins essentiels. Le logement, la nourriture, les transports, les soins de santé, services publics, c'est-à-dire les impôts, etc. Tout ceci, donc, gardez 50% de votre budget pour ce type de dépenses. 30% pour les désirs et loisirs, parce qu'il en faut bien sûr, vous devez vous divertir, donc tout ce qui est divertissement, les voyages, les vêtements, les restaurants, etc. Donc tout cela pouvait affecter environ 30% donc, de votre budget pour cela. Et les 20%, voilà, les 20% restants donc pour tout ce qui est épargne et remboursement de dettes. Donc là, ça aussi, donc l'épargne, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'avoir une sécurité financière si jamais les choses ne se passent pas tout à fait comme vous avez prévu. Ça vous permet donc d'une part d'avoir cette sécurité et surtout en même temps, donc si vous avez des dettes, prévoir donc de les purger à travers donc ces 20% que vous pourriez affecter au niveau de votre budget. Alors, réduire les dépenses inutiles, là aussi c'est un levier sur lequel travailler, ne le sous-estimez pas, bien au contraire. Donc réduire les dépenses inutiles, c'est vraiment un pas vers la liberté financière. Alors là, c'est à vous d'identifier les postes à réduire. Il pourrait y avoir des abonnements qui ne servent plus à rien. Quelquefois, peut-être que vous êtes abonné à quelque chose et que ça ne vous sert plus. Peut-être que vous avez pris une assurance sur un téléphone portable qui n'existe plus depuis longtemps et que vous continuez à payer l'assurance. Peut-être que, voilà, on fait des petites choses, même si ce sont des petits montants. Dites-vous bien que des petits montants cumulés, ça fait par la suite beaucoup des sommes importantes. Et surtout, ça vous apprend en fait à bien gérer. Ça vous apprend vraiment à prendre conscience où va votre argent. Et ça, c'est important de pouvoir vous rendre compte que si tous les jours vous êtes en train de dépenser, de gaspiller de l'argent, de brûler de l'argent qui va à la poubelle, d'en prendre conscience pour arrêter cela. Parce qu'une fois de plus, l'argent étant une énergie, il faut aussi que vous puissiez l'attirer vers vous, mais qu'elle ne reparte pas immédiatement non plus. Donc ça, c'est à vous de pouvoir analyser tout cela. Concernant les dépenses inutiles, il y a aussi surtout à notre époque les dépenses impulsives. Bien sûr, la publicité est là pour nous faire acheter de façon impulsive. C'est le principe de base du marketing, créer l'urgence, etc. Donc un réflexe à avoir, posez-vous cette question, en ai-je vraiment besoin ?
hein, avant de faire un achat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Parce que bien sûr, si vous réagissez sur le coup de l'émotion, vous risquez d'acheter des choses qui vont vous satisfaire énormément pendant 2 jours peut-être, et après vous allez regarder le bien devant vous et vous allez vous dire bof, au final c'est pas top, mais en attendant ça y est, c'est fait, c'est acheté. Donc évitez vraiment les dépenses impulsives. Vous devriez par principe avoir systématiquement planifié vos dépenses, donc prévoir à l'avance ce que vous envisagez d'acheter. Là, de toute façon, d'une part, vous allez éviter justement les achats impulsifs, hein. Donc si au moment de faire votre achat, vous sentez que tout compte fait, vous ne vibrez plus vraiment comme vous le vibrez au début, donc vous pourriez vous dire, bof, tout compte fait, j'en ai pas besoin. Et donc ces dépenses impulsives, vraiment, c'est en même temps, ça vous permet une fois de plus de mieux gérer votre argent, de mieux gérer ce que vous souhaitez faire de votre argent, tout simplement. Pour cela, utilisez des outils également, bien sûr, hein. Il y a des tableurs, il y a des logiciels de gestion de budget, à vous de voir ce que vous utilisez. Je sais que de nos jours, de nombreuses personnes, du moins à ma connaissance, ne gèrent pas leur budget. J'ai un peu de mal à le concevoir, mais bon, chacun fait à sa façon. Ça me semble quand même très important de le faire. Ça me semble important de savoir d'où vient votre argent et où il va. Si effectivement vous gérez vos comptes uniquement en glissant la carte dans le distributeur de billets et de se dire tiens, il n'y a plus de billets qui sortent, donc je ne dois plus avoir d'argent, si c'est cette façon-là, il va falloir travailler pour apprendre à mieux gérer cet argent, bien sûr, hein. Donc c'est un travail, bien sûr, ça demande du temps, bien sûr, mais ça vous permet en même temps d'être connecté à vos finances, d'avoir dans votre esprit déjà quelque chose de clair, de savoir de façon lucide, hein, où va l'argent qui passe entre vos mains. Alors, exercice pratique que vous pourriez faire chez vous également, donc c'est concernant la réduction des dépenses. Ça va être d'identifier en fait 3 dépenses importantes ou principales que vous avez. Analyser l'impact qu'aurait votre budget si jamais ces dépenses disparaîtraient de votre budget. Donc faire cette analyse, de voir un peu à quel point ça peut impacter positivement votre budget. Ensuite, apprendre à prioriser, bien sûr, hein, par rapport à l'importance et l'impact potentiel, hein. Donc, si effectivement vous voyez que de retirer une dépense aurait un impact important sur votre budget, bah, il va falloir mettre cette action dans les premières à traiter, effectivement. Et ensuite, bien sûr, agir, donc faire des actions concrètes pour agir, pour mettre tout ceci en place. Donc l'autre volant maintenant, une fois que vous avez travaillé sur les dépenses, bah, l'autre volant qui reste en face, c'est d'augmenter ses revenus, bien sûr, hein. Donc pour ramener l'équilibre, il faut agir sur les deux, hein, bien sûr, hein. Donc réduire les dépenses et augmenter les revenus. Pour cela, il y a donc la possibilité de diversifier vos sources de revenus. Ça, c'est une bonne chose, d'avoir des sources de revenus diversifiées sans que ça vous demande trop d'énergie. Donc ça ne signifie pas qu'il faut non plus courir dans tous les sens pour essayer d'avoir des revenus dans tous les sens. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, d'avoir une diversification, c'est important parce que sur un marché qui bouge tout le temps, bah, d'être diversifié, lorsqu'il y a une petite baisse d'un côté, ça peut se compenser avec une autre source d'un autre côté. Le deuxième point, c'est de développer des compétences également, hein, voir que, vous savez, le monde évolue, donc automatiquement le marché évolue, les demandes évoluent, donc il y a de nouvelles compétences qui sont recherchées sur le marché.
ça aussi, il est bon de se tenir informé, de voir un petit peu quelles sont les compétences, hein. Par exemple, avec l'IA, l'intelligence artificielle, hein, il y a de nouvelles compétences maintenant qui sont nées où des gens sont très pointus sur la façon donc de dialoguer avec l'intelligence artificielle, par exemple. Donc ça aussi, c'est une opportunité qui peut se présenter à vous, si jamais c'est quelque chose que vous ressentez bien, bah, de vous former à cela. Ça crée une compétence nouvelle qui peut être, bien sûr, utilisée pour une rémunération complémentaire. Négocier une augmentation salariale, bien sûr, hein, si vous êtes salarié, osez négocier une augmentation salariale méritée, bien sûr, hein. Donc c'est à vous d'estimer si vous la méritez ou pas. Juste ça, ça peut changer vos finances, juste en osant tout simplement, hein, donc faire cela. Petite anecdote là-dessus. Il y a quelques années de cela, j'ai fait l'acquisition d'une propriété donc, immobilière et, le montant que demandait l'acheteur était bien plus élevé que ce que je pouvais prétendre, hein. Donc j'avais fait mes calculs et voilà, le bien était trop cher pour moi, je ne pouvais pas l'acheter tout simplement. Et le bien m'intéressait beaucoup. Et là, j'ai un ami qui était agent immobilier et cet ami me dit mais tu peux mettre combien? Je lui donne le montant, je lui dis voilà, moi au maxi, j'ai fait mes calculs, je ne pourrais pas aller au-delà. Cette somme-là, c'est une somme qui était quand même très inférieure au montant que demandait le vendeur. Et là, mon ami me dit, bah, vas-y, fais ta proposition, propose au vendeur. Et là, sur le fait, je me suis dit, mais je lui ai dit d'ailleurs, je dis, mais jamais, je peux pas, ce serait presque une insulte quand même de proposer ce montant alors que le vendeur en demande tant. Il me dit, écoute, on fait un truc. Si tu oses demander et que ça fonctionne, tu me donnes X euros dessus, qui était une somme confortable. Je dis, bah, écoute, effectivement, hein, je vois pas trop ce que ça me coûte, hein, donc je ne faisais pas encore du développement personnel à l'époque, donc je me suis dit après coup, oui, allez hop, ben, je tente. Je fais la proposition et là, instantanément, la personne me dit, ok, c'est bon. Voilà, et mon ami, donc, il a gagné des sous je dirais, en une phrase, juste en me disant, vas-y, ose, et ça y est, lui, il a gagné ses sous comme ça, et moi, bah, j'ai fait une bonne affaire, mais une bonne affaire qui convenait également au vendeur, donc voilà, on a eu une affaire gagnant-gagnant, parce que si le vendeur a été ok, c'est que ça lui convenait également. Donc voilà, donc il faut vraiment oser dans la vie, hein, surtout au niveau finance, hein, oser, vous n'avez rien à perdre, hein, donc voilà, dans le cas de l'augmentation salariale, tentez et vous verrez bien, en tout cas, si ça marche, bah, tout de suite, ça peut changer convenablement souvent vos finances. Le quatrième point, c'est de créer des flux de revenus passifs. Alors ça, bien sûr, c'est la clé, c'est essentiel. Créer des revenus passifs, c'est vraiment vous arranger, non pas échanger votre temps contre de l'argent, ça ce n'est pas une bonne chose, mais vraiment créer des revenus passifs, c'est-à-dire faire que c'est l'argent qui travaille pour vous. Et quel que soit à l'endroit de votre vie où vous êtes rendu à ce jour, je vous recommande vraiment de prendre conscience de cela. Créer des revenus passifs, c'est vraiment essentiel. Donc, pour votre sécurité, pour faire justement, pour inverser ce flux et faire que c'est vraiment l'argent qui travaille pour vous et non pas l'inverse. À ce moment-là, l'argent devient votre esclave et vous devenez le maître de l'argent. Donc, comprenez que créer des revenus passifs, c'est vraiment presque indispensable si vous voulez être à l'aise financièrement. Donc, gérer et éliminer les dettes, bien sûr. Donc, pour cela, libérez-vous du fardeau. Vous savez, dès que vous vous libérez d'une dette, tout de suite, c'est le libérateur. Vous vous sentez bien, vous vous sentez allégé. Donc, pensez à le faire, c'est très important.
Les remboursements, donc bien sûr, hein, pouvoir solder vos prêts au plus vite, hein, surtout si vous avez des emprunts qui ont été faits avec des taux élevés. Regardez ça de près, renégociez vos prêts, bien sûr. Quelquefois, ce sont des choses que vous pouvez oublier, de vous dire, bon, bah, j'ai cet emprunt depuis très longtemps, même s'il s'agit de prêts immobiliers. Peut-être que vous avez contracté ce prêt à une époque où les taux étaient élevés. Juste de renégocier, ça peut vous faire effectivement des échéances beaucoup plus basses, hein, et automatiquement aussi des intérêts en moins aussi au final. Donc tout ceci, important donc de penser à renégocier vos prêts et surtout donc de pouvoir rembourser au maximum vos dettes. Alors il y a deux méthodes pour cela en fait, hein, pour rembourser vos dettes. Il y a la méthode de la boule de neige qui va être de commencer à rembourser d'abord les plus petites dettes. Et au fur et à mesure, donc, vous éliminez d'abord les petites dettes et vous allez ensuite de plus en plus vers les dettes les plus importantes. Alors l'avantage, c'est que c'est motivant en fait, hein. Psychologiquement, c'est motivant de le faire, hein, parce qu'à chaque fois que vous allez rembourser une petite dette, bah, ça vous donne, ça vous encourage en fait à continuer, parce que vous voyez déjà qu'il y a du concret rapidement et ça, c'est sympa de le faire. La deuxième méthode, c'est la méthode de l'avalanche. Cette fois, ça va être au contraire de rembourser en priorité les dettes qui ont des taux d'intérêt les plus élevés. Donc là, ce sera donc de regarder un petit peu les dettes que vous avez et vous allez mettre en priorité ceux qui ont donc les taux d'intérêt les plus élevés parce que plus vite, donc là cette méthode effectivement elle est plus rentable sur du long terme. Par contre, c'est elle qui va être le plus rentable parce qu'en baissant les taux d'intérêt, bah, automatiquement, vous allez économiser davantage d'argent. Donc, vous allez vous enrichir. Donc, et le troisième point, donc, c'est de construire votre liberté, bien sûr, une fois que vous êtes libéré des fardeaux des dettes, hein, que vous avez remboursé le maximum, ben là, vous allez pouvoir ensuite donc, construire votre liberté vraiment placer votre vie, je dirais, dans une liberté financière totale. Alors, quelles sont les stratégies pour atteindre donc la liberté financière? Un exercice que, une fois de plus, vous pourriez faire chez vous, hein, donc c'est la stratégie donc d'épargne ou d'investissement. Hein. Donc pour cette stratégie, vous allez la faire en 4 étapes. La première étape, c'est d'analyser donc votre situation, hein, évaluer vos revenus, vos dépenses, vos actifs, vos dettes, etc. Donc tout ceci, donc analyser votre situation pour avoir une vision claire de votre situation, définir vos objectifs avec donc des objectifs financiers précis et mesurables, d'accord? Je veux générer tant de revenus dans telle année ou à partir de telle année, etc. Donc vraiment quelque chose de très précis. Choisir les stratégies correspondantes, donc quelle stratégie d'épargne vous souhaitez ou d'investissement hein, qui correspondent à vos désirs, bien sûr, hein, des choses qui vous correspondent. Et ensuite, donc commencer dès maintenant en fait, à mettre en œuvre votre stratégie. Donc c'est toujours le même principe, hein, avoir une vision, à partir de cette vision, placer une stratégie, et lorsque votre stratégie est arrêtée, donc placer un plan d'action, donc vous mettre en route donc, et faire les actions nécessaires. Créer des revenus passifs, ça se fait comment? Ben, ça se fait à travers soit des investissements immobiliers, hein, soit à travers des dividendes, hein, c'est-à-dire vous pouvez investir dans des sociétés qui sont rentables et qui distribuent des dividendes, donc vous pouvez prendre des actions hein, dans des sociétés. Les produits numériques sont des revenus passifs. Hein. Un produit numérique, c'est par exemple une formation en ligne, enregistrée par exemple, une formation vidéo en ligne. C'est quelque chose, ça va vous demander du temps bien sûr pour concevoir le produit numérique, mais à partir du moment où votre produit il est conçu, vous le vendez autant de fois que vous voulez et c'est systématiquement des revenus complémentaires nets qui rentrent à chaque fois et en même temps donc de façon passive parce qu'à partir du moment où vous avez mis ces produits numériques dans un système automatique comme un funnel de vente ou des choses comme ça, ben là vous avez donc des revenus qui tombent de façon vraiment automatique.
Autre source de revenus passifs, bah, bien sûr le marketing de réseau, hein, ça c'est une source de revenus passifs, hein, même si vous devez travailler quand même, vous devez faire des choses, mais de façon générale, on considère que c'est quand même du revenu passif parce qu'il y a une grande partie du réseau qui travaille quand même lorsque vous l'aurez bien construit, bien sûr, hein. Également les programmes d'affiliation, hein, qui sont des versions un peu légères, je dirais, du marketing de réseau, qui est beaucoup plus simple qu'un marketing de réseau, mais qui fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez recommandé un produit à un de vos amis et que votre ami a acheté, bah, vous êtes commissionné parce qu'automatiquement, le fournisseur de ce produit bah, vous rémunère parce que vous lui avez apporté un client, tout simplement. Donc les programmes d'affiliation, il y en a beaucoup de nos jours, hein, et c'est une façon de créer des revenus passifs. Donc pensez-y, hein, ce sont des choses qui souvent ce sont des choses qui sont très simples à mettre en place. C'est juste d'en prendre conscience et de faire l'action, tout simplement, hein. Si vous découvrez par exemple un programme d'affiliation, que vous vous dites ah ouais ça a l'air chouette mais que vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Mais alors si vous prenez la décision de, vous le faites, ça va souvent c'est l'engagement de prendre la décision elle-même, ça se prend en quelques secondes, mais une fois que vous avez validé, ça y est, vous venez de mettre en place un système de revenus passifs. Donc, planifier tout cela, donc la gestion financière se planifie à l'avance sur du long terme, hein. Donc, pensez pour cela donc à préparer l'avenir, hein, donc avoir des objectifs, hein, des buts bien sûr, hein, savoir ce que vous désirez bien sûr, hein, créer dans votre vie pour l'avenir. Quels sont donc associés à cela les objectifs financiers que vous désirez avoir pour pouvoir vivre justement, je dirais, cette vie qui vous convient tout à fait, tout en respectant un point capital qui est donc le bien-être, hein, c'est-à-dire votre état émotionnel. Lorsqu'on parle de bien-être, surtout dans le domaine financier, on parle donc d'état émotionnel, c'est-à-dire que vous devez pouvoir générer des revenus de façon sereine. Ça, c'est important. Si pour générer des revenus, vous devez stresser au point de vous fabriquer une maladie grave, ça sert strictement à rien. Donc pensez vraiment à ce côté sérénité qui est de vous amuser en fait, hein, c'est-à-dire générer des revenus en vous amusant.